Bonjour groupe, donc nous allons préparer notre petit atelier en ligne et en même temps profiter pour voir quelques notions sur l'identité justement. Je vous ai mis on enregistre en ce moment là, j'enregistre avec Bandicam, alors c'est pour ceux que ça intéresse, Bandicam, c'est fort amusant. Alors donc pour ce cours du 6 novembre que vous pouvez faire à votre guise, hein, d'ici justement là, la fin de la journée comme on s'était dit jeudi. Quand on parle de présence en ligne, ben, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, hein. Évidemment, nous, quand on crée notre présence en ligne, hein, il va y avoir l'idée d'une présentation de soi authentique, mais quand même, c'est une présentation idéalisée. Puis vous remarquerez, hein, puis vous ferez la recherche, qu'on cumule au fil des années, au fil du temps, plusieurs présences en ligne qui, des fois, ne sont plus utilisées. Par exemple, qui a encore un compte peut-être sur MySpace ou sur d'autres plateformes de ce genre, peut-être même sur des sites de rencontres, puis on s'aperçoit qu'on n'est jamais allé retirer ces présences-là, mais si on faisait une recherche Google, peut-être que ces présences-là apparaîtraient encore à votre nom. Alors, voyez ici notre petit ami qui a fait sa photo de profil Facebook, hein, donc cheveux au vent, tout va bien, puis ensuite qui a été identifié dans une photo par ses amis. C'est souvent ce qui arrive. Vous savez d'ailleurs hein, que dans les paramètres, vous pouvez refuser qu'on vous identifie sur des photos si vous ne voulez pas de problème. Et ça participe à ce qu'on appelle la présentation de soi par les autres. Donc, la négociation hein, d'une co-construction de notre présence en ligne. Quand on dit co-construction, on dit donc hein, une construction en collaboration entre vous et ceux qui sont vos amis, qui sont vos contacts et qui vont faire des commentaires, vont ajouter des photos de vous, vont mettre des vidéos en ligne, donc qui vont aussi contribuer à l'image que vous avez en ligne, à ce qu'on appelle la présentation de soi ou à sa présence en ligne. La présentation de soi, ben, quand on parle de ça, on parle d'identité. Vous connaissez sûrement Erving Goffman. Alors, on parle de ses écrits sur la présentation de soi, la mise en scène de soi, qui conceptualise la présentation de soi au quotidien comme une performance continuelle. C'est une performance qu'on dit interactionniste parce qu'elle se construit par les interactions que vous avez avec autrui. On module la présentation de soi selon les normes sociales appliquées, selon les contextes. Par exemple, hein, quand vous êtes en classe, vous parlez beaucoup, cela dit, mais j'imagine que vous n'avez pas la même façon de vous exprimer que quand vous êtes seul avec un groupe de deux ou trois amis, ou encore avec votre famille, ou encore dans votre emploi. Ça, c'est notre contexte là, de la communication. Et c'est pour ça que Goffman parle d'interaction symbolique. Et le soi, l'image qu'on a justement, donc qu'on veut projeter de qui on est, c'est une notion qui est en évolution tout au long de notre vie. Et remarquez ici la petite, n'est-ce pas, la petite citation que je vous ai mis d'Erving Goffman qui dit Choose your self presentations carefully, for what starts out as a mask may become your face. Alors, ce qui était au départ un masque, hein, peut-être pour se protéger, pour se créer une autre identité, ça peut devenir notre identité si on ne fait pas attention à la laisser hein, en évolution. Quand on parle de visibilité, parce qu'une présence en ligne, c'est ça, c'est quoi la partie visible, c'est quoi la partie invisible de votre présentation en ligne, de votre identité. Il y a une injonction qu'on dit de visibilité. On doit être vu hein, pour exister. Il y a existence quand il y a visibilité. Ça vient de l'idée de la Société du spectacle de Guy Debord. Vous remarquerez ici, hein, alors qu'est-ce qu'on espère obtenir? Une belle tortue, qu'est-ce qu'on a? Une affaire informe avec des couleurs pas tout à fait à propos et qui finalement n'est pas exactement ce qu'on veut. Puis des fois, c'est pour cette raison-là qu'il faut aller réanalyser finalement nos présences en ligne parce qu'on veut voir de quoi on a l'air, comment les gens nous perçoivent. Puis est-ce que c'est ça qu'on veut projeter comme image? Est-ce que moi, ma photo de profil dit ce que je veux être? C'est une question, ça, hein, assez profonde, puis j'espère que vous allez vous la poser au long de notre atelier. Alors, quand on parle d'être visible, ben, il y a justement l'idée dans le spectacle, la propagande qu'on dit médiatique, il y a de la publicité, il y a de la célébrité, puis il y a nous qui nous montrent en scène, puis qui nous montrons. Quand on parle de web social, parce que tout ça, ça se passe hein, sur les réseaux sociaux, ben, on va parler des compétences techniques, mais aussi cognitives, puis des compétences communicationnelles qu'il faut avoir pour faire ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on regroupe dans ça? Ben, les types de messages, puis le style de communication qui est employé. Qu'est-ce qu'on publie?
Puis comment est-ce qu'on le publie? On l'a vu ça avec l'exercice sur Twitter, mais là, on va le revoir avec d'autres plateformes. Puis tout ça hein, vient aussi s'inscrire dans la manière dont on recevra votre message. À qui votre message s'adressait, c'est qui le reçoit. Encore là, hein, contexte de communication. Et il faut dire qu'il y a aussi une culture spécifique au web, mais que nous portons là, différentes identités sociales qui convergent vers le web. Et là, on parle de culture de plateforme. Je vous ai mis une illustration ici qui explique ça un peu, c'est-à-dire vous avez hein, l'environnement qui est la plateforme, vous avez votre environnement social sur cette plateforme-là, hein, c'est-à-dire avec qui vous interagissez, quels sont les contextes d'interaction que vous avez, et vous avez ensuite le côté personnel, c'est-à-dire c'est vous, la culture auquel vous vous identifiez, puis l'identité que vous voulez avoir. Et évidemment, il y a des forces qui vont jouer hein, dans ça, qui vont faire peut-être évoluer comment vous vous percevez, les algorithmes par exemple, hein, qui vont voir comment vous ne sortirez pas dans les mêmes résultats de recherche selon ce que vous faites. Donc, il y a la technologie qui influence ça, puis il y a la gouvernance justement de ces organisations-là, des plateformes sur lesquelles on interagit. Les identités numériques, selon Boyd, vous connaissez Dana Boyd, non, ce n'est pas une petite faute ici, hein. Il y a bien toujours un B minuscule à son nom, il écrit tout son nom minuscule. Alors, les identités numériques, elles sont caractérisées par d'abord la persistance, ça vous le savez, les traces que vous laissez sont enregistrées et archivées, parce qu'on appelle la duplicabilité, c'est-à-dire que ces traces-là peuvent être copiées. Il y en a beaucoup qui l'ont pris à leur dépens hein, quand des réseaux comme Snapchat sont arrivés avec les photos éphémères, mais que finalement, on s'apercevait que quelqu'un pouvait très rapidement faire une capture d'écran et garder une photo qu'on aurait voulu secrète ou pas trop diffuser. Il y a aussi le potentiel de diffusion, c'est-à-dire que c'est très visible, ou en tout cas, ça peut être grandement visible. Là, il y a une question d'accessibilité, c'est-à-dire que ces traces-là, elles sont facilement trouvables. Et quand on parle d'identité numérique, je vous ai mis un petit graphique ici que vous réutiliserez pour faire l'exercice, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'identité numérique? C'est la réputation. C'est qu'est-ce qu'on dit sur moi? L'opinion, c'est votre opinion, mais celle des autres aussi, ce que je pense puis ce que l'autre pense de ce que j'exprime. Alors l'expression, ça, c'est ce que je dis. Le réseau, c'est avec qui j'interagis, à qui je connais. La certification, qui peut dire que ce compte-là, c'est vraiment moi? Hein? Qui peut dire que ce nom-là, avec cette photo-là, ça correspond à mon identité? La publication, c'est-à-dire qu'est-ce que je partage, ça, tout ça, ça contribue hein, à m'identifier. Les achats, parce que de plus en plus, vous en conviendrez, on voit en ligne souvent ce qu'on achète. Des fois même, on partage nos achats, fait que ça dit un petit peu plus, hein? Notre consommation informe les gens sur qui on est, ou en tout cas sur quelles sont nos valeurs, puis à quoi on adhère. On va avoir aussi la question du savoir. Qu'est-ce que je sais? Je parle de quoi, moi, sur les réseaux sociaux? Les hobbies, ce que j'aime, les coordonnées, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut me joindre. L'avatar, c'est-à-dire notre petite photo. Comment est-ce qu'on se perçoit, puis comment est-ce qu'on est perçu? La profession, quel est mon métier et où je travaille? Toutes ces données-là ici, là, si on devait faire un compte professionnel, c'est ça qu'on va essayer de définir, hein, de se trouver un ton à soi éditorial qui puisse, par exemple, attirer l'intérêt de quelqu'un dans notre domaine d'emploi, puis qui puisse, par exemple, peut-être nous valoir un stage ou encore un emploi. Parce que c'est souvent par des réseaux professionnels hein, qu'on va se faire remarquer ou en tout cas qu'on va ajouter peut-être à notre signature de courriel. Quand on parle de la gestion des identités numériques, je vous sors ici un extrait du texte que j'avais mis à lire de Coutan et Stenger, qui est un texte assez facile à comprendre. Elle renvoie cette question-là à de nombreux enjeux, dont le droit à l'anonymat ou à l'oubli, mais aussi à la question de l'usurpation d'identité, l'établissement, si on veut, de la confiance nécessaire aux interactions interpersonnelles ou marchandes, ou encore à l'exploitation marketing ou managériale des traces individuelles. Hein, quand on veut vous vendre quelque chose, avec les traces que vous laissez, on peut tracer un portrait puis voir hein, vous correspondez à quel profil de consommateur, ou encore des garanties d'espace ou initier des interactions en maîtrisant la visibilité de celles-ci. Je vous ai mis ici une illustration du formulaire de droit à l'oubli, parce que c'est de ça dont il est question ici dans l'extrait que j'ai choisi du texte de Coutan et Stenger. Et ça, c'est la demande de suppression de résultats de recherche
au titre de la législation européenne relative à la protection des données. On parle ici du Règlement général de protection des données, le RGPD. Mais on a droit à ça ici aussi. Et la première question de votre atelier porte sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Allez voir en ligne, c'est quoi le droit à l'oubli sur Google? Hein? Alors, vous irez voir ça et en quelques lignes, vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse. Et vous allez voir, c'est surprenant parce que ça pourrait être fort utile, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour certains de vos clients un jour, d'avoir droit à l'oubli, hein, des fois sur des articles défavorables, des choses, par exemple, qui pourraient être diffamatoires, qui ont été dites, mais qui sont restées inscrites sur un site ou qui ont été reprises sur un autre site et qui apparaissent toujours dans les résultats de recherche. Alors pourquoi est-ce que ça serait toujours accolé à notre nom si on était, par exemple, innocenté ou si encore ces faits-là étaient faux? Bien, on peut faire la demande avec un formulaire du droit à l'oubli. Quand on parle de représentation de soi, il y a Fanny Georges qui a parlé de l'identité de perspective sémiologique. Alors, elle dit, par exemple, quand on veut regarder notre soi, hein, ce qu'on est, on va regarder le corps. Et là, à quoi correspond le corps en ligne? Alors, ça correspond à l'avatar et au nom, hein, au sexe, à la date de naissance. Ça définit hein, votre physique, votre enveloppe biologique, si on veut. Quand on parle de la famille, les signes, hein, parce qu'on est en sémiologie, qui sont observés à l'écran, oups, pardonnez-moi, je recule, seront les amis, hein, puis les favoris, les gens avec qui on échange le plus. Ensuite, on va parler du lieu hein, où on habite, c'est-à-dire hein, de notre vie privée. Ça va être dans notre profil utilisateur probablement. Et là, les possessions, vous allez probablement, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous partagez probablement, par exemple, des informations sur par des médias partagés sur ce que vous collectionnez, sur ce que vous achetez, sur ce que vous mangez, sur des objets qui vous caractérisent, des vêtements qui sont vos préférés. Et là, on va voir comment est-ce que tout ça va s'exprimer. Hein. Ça va être par des possessifs hein, dans le langage. On a aussi le soi spirituel. Là, on rentre dans est-ce qu'on exprime sur les réseaux sociaux des opinions politiques, des opinions religieuses, et là, ça veut dire qu'on va qualifier. Puis là, l'embrayeur ici désigne comment l'utilisateur se relie à ces éléments-là, c'est-à-dire les éléments qui connotent sa personnalité. Je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir avancé là-dessus parce qu'ils trouvaient ça difficile comme contenu ou plate, mais en tout cas, soyez certains que si je vous en parle, c'est parce que ça se peut que ça soit éventuellement qu'il y ait des petites questions relatives à ça à l'examen. Fait que reculez puis revenez donc sur le contenu. Les 3 aspects de l'identité numérique selon Fanny Georges. Encore là, très intéressant. Ça va vous servir probablement dans d'autres travaux. Elle parle de ce elle appelle l'identité déclarative. Hein. C'est la représentation de soi. Ça, c'est les données saisies par l'utilisateur au cours de, par exemple, votre procédure d'inscription au service. Vous mettez votre nom. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre comme nom? Les centres d'intérêt, les amis. Ça, c'est je déclare qui je suis. C'est moi qui le fais comme utilisateur, comme usager des réseaux sociaux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'identité agissante. Là, excusez, le petit 10 n'a pas rapport là, c'est parce qu'il y avait une citation. Ça, c'est constituer des messages répertoriés par le système. Ça concerne les activités de l'utilisateur. Ça peut être ce qu'on va regarder, les likes, etc. C'est ce que vous faites. Par exemple, X et Y sont désormais amis. Ça, c'est donc votre identité qui agit, donc, comme une médiation. Hein, c'est l'avatar que vous avez créé, le profil que vous avez créé, qui a des interactions avec d'autres profils. Le troisième aspect que Fanny Georges va recenser, c'est l'identité calculée. Celle-là est de plus en plus importante. Entre la déclarative, je vous dirais, puis la calculée, présentement, la calculée prend énormément d'espace dans ce qu'on est en ligne. Ça, c'est les chiffres produits par du calcul du système qui sont dispersés sur le profil de l'utilisateur. Le nombre d'amis, le nombre de groupes, mais maintenant aussi le nombre de likes, le nombre, par exemple, de choses que vous dites aimer, que vous dites ne pas aimer, vos adhésions à des pages, etc. Tout ça est calculé et ça vient contribuer à définir votre identité. On a aussi une autre façon de voir les choses chez Schultz, qui a fait une étude des mondes virtuels. Quand je parle de monde virtuel, on parle de Second Life, hein, peut-être pas dans votre genre tellement, le mien non plus d'ailleurs, Second Life ou encore les Sims d'ailleurs. Donc, tous des mondes virtuels, c'est-à-dire un monde virtuel, c'est qu'il y a une superficie à explorer, hein, c'est pas juste une page Facebook. On se promène dans ce monde-là, un peu comme certains jeux en ligne, le World of Warcraft, etc. Et on va avoir
un corps qui va nous représenter. On va avoir un corps, si on veut, numérique qui va nous représenter. Et ça, comment est-ce qu'elle l'a qualifié? Schultz, elle a dit qu'on avait sur les réseaux sociaux, regardez, une identité désincarnée. C'est-à-dire que là, vous avez une présence sur Twitter, une présence sur Facebook, il n'y a pas de corps associé à ça. Il y a juste votre esprit, une photo qui vous représente, hein, et votre corps qui est devant l'écran, devant le mobile qui vous sert à animer vos réseaux sociaux. Vous avez ensuite une représentation de votre identité ou une identité représentée qui peut être justement, donc, à ce moment-là, vous avez refait en ligne, peut-être avec Second Life, un corps, peut-être dans un jeu de réalité virtuelle, qui vous représente. Vous avez ensuite ce qu'on appelle l'identité performative, et ça, vous allez la trouver à peu près partout. C'est l'identité agissante chez Fanny Georges aussi, c'est celle qui entre en relation avec d'autres personnages, d'autres avatars, d'autres, je dirais, corps synthétiques et qui se mêlent dans des rapports sociaux en ligne. Voilà, si vous voulez voir, je vous ai mis la référence, Schultz c'est aussi très intéressant. Puis elle a d'ailleurs un TED Talk, vous avez juste à faire Ulrich Schultz dans Google, que vous pouvez voir où elle expose un peu tout ça, c'est fort intéressant. Maintenant, parlons de l'identité numérique ou réputation. On va parler par exemple d'authentification. Alors, ça va être le nom, l'identifiant, le pseudo ou le courriel ou les mots de passe que vous utilisez. Même votre adresse IP peut-être peut faire partie de votre authentification. On va parler de vos données personnelles, les données bancaires, administratives, scolaires, sociales, les données sensibles. Ça, c'est une autre affaire. Vous voyez, les données sensibles, c'est celles qui pourraient par exemple, hein, mener à une certaine discrimination à votre égard, des données médicales, l'orientation sexuelle, l'opinion politique ou encore votre appartenance culturelle ou religieuse. Ensuite, évidemment, ce qui constitue aussi votre réputation, c'est l'identification visuelle, donc l'avatar, la photo, l'image d'identification et les signatures visuelles. On va parler aussi de traces numériques ou les commentaires, si on veut, sur des blogs, des forums, par exemple, tout ce qu'un gestionnaire de contenu peut faire, des liens partagés, etc., les adhésions à des pages, des groupes, etc., les likes et les retweets. Et là, je vois que vous pouvez très bien tracer un parallèle hein, avec la théorie de Fanny Georges, d'Ulrich Schultz et ce qu'on a ici qui est beaucoup plus pratique. Je vous ai mis justement comment créer son profil sur un réseau professionnel. Hein, c'est dans la crèche emploi. Ça pourra vous aider pour la dernière étape de notre petit travail. Parce que ce que nous allons faire, je vais vous montrer maintenant notre atelier ici. L'atelier qu'on va faire, c'est, je vais grossir un peu pour que vous voyez bien, vous allez avoir les documents, tous ces documents-là vont être dans le Moodle, vidéo, etc. Donc, vous avez un atelier que vous pouvez faire en équipe. Idéalement, on le fait en équipe de 2 ou 3. Hein. Arrangez-vous pour que ce soit là, quand même facile et confortable pour vous. Vous avez le petit document ici qui, comme la dernière fois, vous pouvez remplir. Fait que là, ce que vous allez faire d'abord, la première question. Coutan et Stenger parlent du droit à l'anonymat ou à l'oubli. En quelques lignes, vous allez expliquer ce qu'est le droit à l'oubli sur Google. Je m'attends à ce que vous fassiez une petite recherche justement sur Google pour le trouver. Et quant à notre atelier, ben, vous allez observer ce qu'on appelle la part visible de l'identité d'un des membres de votre équipe et d'une personnalité du monde des affaires. Là, ça peut être par exemple un gestionnaire de relations publiques que vous admirez, un gestionnaire de communauté que vous admirez. Vous pourriez aller sur LinkedIn puis regarder la présence en ligne, disons, de Jonathan Côté qui est venu faire notre présentation d'Hydro-Québec. Vous pourriez peut-être aller voir aussi quelqu'un qui dirige une agence de communication que vous trouvez particulièrement admirable. Et là, à ce moment-là, ce serait ces deux personnes-là dont vous allez observer la présence en ligne. Vous allez aller voir les médias sociaux suivants. LinkedIn, Twitter, Facebook, page ou profil, peut-être que vous avez une personnalité, hein, par exemple le dirigeant ou la dirigeante d'une association d'affaires, et vous irez voir Instagram s'il y a lieu. Est-ce qu'il y en a un compte Instagram? Ça serait intéressant de voir ça. Donc, vous allez voir justement comment on va aller voir la première impression qui se dégage à la suite d'une recherche dans Google et Google Images. Alors, quand on entre le nom, entre guillemets, de cette personne-là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même nom? Est-ce que cette personne-là, ses coordonnées à elle que vous cherchez sortent en premier ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui portent le même nom qui arrivent devant elle dans les résultats de recherche? Est-ce qu'il y a beaucoup de photos de cette personne-là en ligne? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Ça pourrait être une possibilité.
Est-ce que la personne se démarque bien dans le référencement? Notez ici, vous avez un petit lien, là, vous pouvez aller voir qu'est-ce que c'est que le référencement. Plusieurs doivent le savoir. Alors, vous avez le référencement organique, on en a parlé, le SEO, Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les plateformes de recherche. Et vous avez évidemment le marketing sur les plateformes de recherche. Alors, vous allez voir, peut-être que cette personne-là a même investi pour se retrouver en premier lieu. Fait que vous allez me faire part de vos observations, comme la dernière fois pour notre atelier, hein, avec des phrases complètes dans des points de forme. Et là, ensuite, vous allez aller établir la liste des identités, des comptes en ligne des deux personnes que vous avez choisies. Alors, les contenus et des contenus web qui ressortent à la recherche. Donc, ils ont des comptes. Est-ce qu'ils ont des comptes Facebook? C'est quoi leur identifiant Facebook? Twitter, Instagram, LinkedIn, et vous allez mettre les URL. Est-ce qu'ils ont une page professionnelle? Est-ce qu'il y a des articles de journaux? Ça, avec le nom, vous faites tout simplement, vous cliquez sur Google Actualités et vous allez voir si cette personne-là, hein, on a des articles de journaux à son sujet. Dans le cas d'un porte-parole d'une organisation, je donnais l'exemple tout à l'heure de Jonathan Côté qui nous a rencontrés d'Hydro-Québec, ben c'est clair que vous allez voir des articles où il est mentionné parce que souvent, il intervient comme porte-parole dans des situations d'urgence. Fait qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir comparer. Peut-être même que la personne de votre équipe a déjà été mentionnée dans un article de journal. Ça peut être un article de journal étudiant, ça peut être un article de l'UQAM, ça peut être un reportage. Et là, ensuite, autre question, vous allez sélectionner les éléments de la présence en ligne qui vous semblent prioritaires, par exemple, ceux qui ressortent le plus en évidence dans la recherche Google, puis vous allez les décrire plus méticuleusement par rapport à la photo de profil et les éléments de contenu accessibles. Quel genre de photo est-ce que c'est? Est-ce que c'est une photo professionnelle? Est-ce qu'on a mis un selfie? Est-ce qu'on a mis une photo d'une fleur? Et vous allez m'expliquer ça. Vous pouvez me mettre aussi des captures d'écran, je suis toujours ouverte à ça. Vous allez me dire, c'est quoi qui se dégage comme impression de cette photo-là? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est humoristique? Est-ce que c'est complètement autre chose? Est-ce que c'est une photo en action, la personne en train de parler dans un micro ou quelque chose comme ça? Puis vous allez noter aussi la cohérence entre les profils. Est-ce que cette personne-là a brandé, je dirais, donc différemment son profil Twitter de son profil LinkedIn et son profil Facebook? Vous allez donc noter ces différences-là pour les deux profils. Ensuite, est-ce que les deux personnes que vous observez interagissent dans les médias professionnels? Est-ce que sur LinkedIn ou sur une page professionnelle Facebook, ils répondent à des questions ou encore publient peut-être des articles pour avoir des discussions avec les gens qui sont abonnés à leur compte? Et là, vous allez mettre un petit exemple d'interaction avec une capture d'écran, commentaire ou réponse. Et vous commentez, genre, quel type d'interaction est-ce que c'est? Puis là, dans les derniers points, comment la personne se dévoile-t-elle? Vous allez décrire quel effet produisent ces présences en ligne. Encore là, 2 points. Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'elles sont cohérentes? Est-ce que la présentation globale de la personne est intéressante? Si moi j'avais engagé cette personne-là, est-ce que son profil, est-ce que ses profils Twitter, LinkedIn et Facebook me diraient un petit peu à qui j'ai affaire? Ben là, on s'explique de façon diplomate, hein. Vous allez me dire oui, non, parce que, et qu'est-ce que je pense qui devrait être amélioré. Puis vous allez souligner, c'est ça dans le point suivant, les points forts ou à améliorer. Et là, hein, le gros point d'orgue de notre atelier, si vous n'avez pas de compte LinkedIn, c'est pratiquement criminel parce que vous êtes pour la plupart en relations publiques ou en communication. Vous allez en créer un et vous allez mettre le lien vers votre profil. Vous allez le créer, hein, en pensant à notre tableau que nous avons vu tout à l'heure sur la réputation en ligne. Et vous allez penser, après l'analyse qu'on a faite là, à ce que vous voulez dégager comme impression. Puis, je vous le dis tout de suite, hein, pour les stages, pour les emplois, c'est souvent là qu'on réseaute. Je vois souvent des gens qui publient des offres d'emploi ou de stage, des étudiants qui répondent, puis on leur dit contactez-moi en privé, je vais regarder. Fait que vous voulez faire ça. Et là, ceux qui ont déjà un profil, ben, vous allez regarder s'il correspond aux normes dont on a discuté dans cet atelier-là, si votre profil dit bien ce que vous voulez dire et qui vous êtes. Peut-être même que vous pourrez demander l'aide de vos collègues pour arriver, hein, à ça. Fait que je vous laisse là-dessus, chers amis. Fait que j'espère que vous allez avoir un bon moment avec ce petit atelier-là. J'ai quand même enregistré un beau petit 24-25 minutes. Fait que ça nous donne la première partie. Ensuite, c'est à vous de jouer pour l'atelier. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine
Vous savez comment me rejoindre, hein? Twitter, courriel, je suis toujours pas trop loin. Et si jamais il y avait des problèmes cette semaine, vous m'écrivez s'il y a des questions supplémentaires, puis on s'organise. Alors, à très bientôt. Bonne semaine.